Bonjour et bienvenue à tout d'abord remercier chaleureusement les panélistes qui ont bien voulu répondre à notre invitation. J'aurai l'opportunité de les présenter, mais aussi et surtout remercier les participants qui sont connectés pour euh, visualiser ce webinaire et contribuer à cette discussion. Je m'appelle Taïb Fall, je suis le cofondateur et chef des affaires commerciales de Baobab Consulting, basé à Saint-Louis. Alors, Baobab Consulting est une entreprise à impact social qui a été créée en 2016, ici même au Sénégal, et nous offrons des services dans le domaine des relations publiques et de la communication. Nous offrons aussi des services au niveau de la recherche et du conseil stratégique. Enfin, nous avons une branche interculturelle qui organise des séjours internationaux. Nous avons travaillé avec des leaders. Je peux citer deux exemples. Nous avons collaboré avec l'ancienne présidente du Malawi, l'ancienne présidente de l'île Maurice, entre autres leaders, compte tenu du fait que nous avons un volet important axé sur le genre. Vous vous rendrez compte certainement que Baobab Consulting est une entreprise composée à 75% de femmes. Et en plus de cela, notre équipe dirigeante est majoritairement composée de femmes. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le télétravail en Afrique et la téléformation. Suite au phénomène COVID qui sévit dans le monde depuis bientôt 7 ou 8 mois, beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'il fallait basculer vers le télétravail avec les conséquences que nous avons tous constatées. Alors aujourd'hui, Baobab Consulting a voulu contribuer à ce débat en organisant un panel sur cette thématique-là avec des speakers, des orateurs de renom que j'aurai l'opportunité de présenter. Du point de vue de l'agenda, il y aura des séries de questions qui seront posées aux panélistes, qu'ils auront l'opportunité d'adresser. Par la suite, il y aura une session questions et réponses et nous espérons pouvoir clôturer ce panel d'ici environ 1h20 minutes. Avant de passer la parole aux orateurs, pour leur permettre de se présenter, je souhaiterais donner la parole à ma cofondatrice, Lise Grossman, pour qu'elle nous explique rapidement comment Baobab Consulting a été créé sur la base du télétravail et comment l'entreprise a pu croître. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons environ 20 employés répartis à travers le monde et tous ces employés travaillent à distance. Donc, Lise, je vous donne la parole pour que vous nous expliquiez comment Baobab Consulting est une entreprise 100% online. Bonjour à tous, merci Taïb. Je m'appelle Lise Grossman-Kitoi, cofondatrice de Baobab Consulting. Et au fait, on s'est rencontrés au tout premier dans un événement en personne à Dakar, mais Taïb vivait à Saint-Louis. Et on s'était dit qu'on voulait créer quelque chose, mais on ne pouvait pas chaque jour se réunir, se voir. Donc, on a vraiment commencé avec WhatsApp, avec Google Docs et avec email pour fonder l'entreprise. Et puis maintenant, je suis basée à New York. On a une équipe qui est présente dans 8 pays actuellement et on travaille à distance parce que c'est comme ça qu'on a été créé. Donc, pour nous, quand la crise de COVID a commencé, on a été un peu chanceux de ne pas tout changer la façon de travailler parce qu'on était déjà prête et on savait déjà quels sont les systèmes pour mieux communiquer à distance. Bon, je vais rester très courte et je vais laisser nos panélistes parler plus de leurs expériences, mais je vous remercie à tous pour être présentes et pour partager vos avis et vos expertises. Merci.
Nous avons comme premier orateur le professeur Jean-Louis Correa, qui est le directeur du pôle sciences juridiques et économiques de l'Université virtuelle du Sénégal, où il a eu à démarrer la licence Legal Tech. Il aura l'opportunité de revenir. Cher professeur, nous sommes ravis de vous avoir dans ce panel-là. Je vous demande de bien vouloir vous présenter à notre aimable assistance. Vous avez la parole, professeur. Oui, bonjour Monsieur Fall, je salue tous mes co-panélistes. Je remercie également Alors, on a du mal à vous entendre, professeur Correa. Il semblerait qu'il y a un problème de connexion à votre niveau. Oui, oui, depuis quelques jours là, j'ai un problème de connexion, donc... Allez-y une nouvelle fois. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors professeur, nous avons du mal à vous entendre. Je n'ai pas pu entendre votre intervention et je pense que les autres participants aussi n'ont pas pu entendre votre intervention. Alors, le temps que vous puissiez peut-être vérifier les aspects techniques, nous allons passer la parole à notre deuxième orateur pour qu'elle puisse se présenter. Je vais donner la parole à Madame Amini Kajenjou. Amini Kajenjou est la directrice exécutive de la fondation IUGB, qui est la fondation de l'Université internationale de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Amini est basée en Amérique depuis très longtemps, mais elle se bat pour l'Afrique, elle croit en l'Afrique et elle a beaucoup d'ambition pour l'enseignement en Afrique. Donc, Amini, je vous donne la parole. S'il vous plaît, désactivez votre micro, il est sur mute, Amini. Ah, voilà. Merci beaucoup, tu as été très gentil avec cette introduction. Voilà, je m'appelle Amini Kajenjou et je suis basée ici à New York. Et c'est vrai que je gère la fondation de l'Université internationale de Grand Bassam qui est en Côte d'Ivoire. Et je suis très heureuse d'être avec vous. Merci pour cette opportunité. Et je suis très contente de parler de ces sujets. Je pense que tout à fait, ça sera un sujet très important pour l'avenir. Et voilà, je voulais simplement dire un petit mot sur l'université. C'est parmi les premières universités en Côte d'Ivoire qui est à l'américaine. À l'américaine parce que l'enseignement est en anglais et aussi on suit les règles et les normes académiques américaines et on est focalisé sur le business et le STEM. Et finalement, les étudiants, quand ils terminent leurs études à IUGB, ils sont pas seulement ils sont bilingues, mais ils auront étudié à la norme américaine et aussi, tout à fait, ils auront aussi cette reconnaissance de tout ce qui se passe en Afrique et toutes les choses qu'on doit gérer et résoudre en Afrique. Alors, je pense qu'on crée des professionnels vraiment prêts à travailler et à résoudre les défis et les opportunités qui sont en Afrique. Alors, je suis très contente d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Amini, et merci pour cette présentation. Notre prochain orateur est Hassan Bouk, plus connu sous le nom de Mr. Blue. Il aura peut-être l'opportunité de nous expliquer l'origine de ce nom Mr. Blue, mais moi, depuis que je le connais, on l'appelle Mr. Blue. Alors, Hassan Bouk est le fondateur de Télé-École, qui est une chaîne
éducative qui a révolutionné l'offre de contenu en matière d'éducation, en matière scolaire au Sénégal depuis quelques années et qui a joué un rôle important durant la partie la plus dure de la pandémie. Alors, Hassan Bouk est communicant et il a eu à créer une entreprise de communication. Donc, Hassan Bouk est aussi très actif sur le plan social, sur le plan associatif. Il a été ancien boursier du département d'État américain. Hassan, vous avez la parole. Alors, merci Taïb et bonjour d'abord à mes co-panélistes pour leur disponibilité. Merci. Merci à Baobab Consulting pour avoir initié ce programme si important. Et puis, bonjour à tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde. Alors, c'est un honneur aujourd'hui de pouvoir répondre à cette invitation pour deux raisons. D'abord parce que je suis invité par Taïb, avec qui je continue à partager l'association sénégalaise des alumni du département d'État américain. C'est vrai que nous sommes un peu nous les moyens doyens, puis après il y a nos doyens. Et parce que la deuxième raison, qui est la plus fondamentale, je pense, c'est que nous parlons de quelque chose de crucial, c'est-à-dire où va le monde. C'est ça en fait la thématique, c'est où va le monde à travers le télétravail, à travers la téléformation. C'est donc heureux que Téléécole, à travers ces un petit souci technique avec Hassan. Je pense que nous avons été momentanément coupés, c'est ça? C'est ça, allez-y. Alors, non, mais j'avais presque bouclé. J'ai dit que la thématique, elle est centrale parce que simplement, elle pose une question problématique, à savoir où va le monde. C'est ça, en fait, la véritable question. Quand on parle de télétravail, quand on parle de téléformation, c'est parce que simplement, l'on se rend compte que nous sommes dans un monde qui est forcément assujetti à la règle du changement et donc aux besoins d'adaptation et surtout d'anticipation. Donc, c'est une problématique centrale. Et cette problématique, je vous assure, elle va se poser davantage et davantage et davantage parce que nous allons tous subir et vivre avec le changement. Donc, c'est irréversible. Crescendo. Je me rends compte que le professeur Jean-Luc Correa est de retour parmi nous. Professeur, est-ce que vous avez pu retrouver une connexion stable? Je vous redonne la parole pour que vous puissiez vous présenter. Oui, bonjour tout le monde. Ma connexion n'est pas meilleure, hein, j'ai l'impression. Donc, j'ai préféré couper la vidéo peut-être pour avoir plus de bande passante. Voilà. Okay. Donc, je suis Jean-Luc Correa. Je suis juriste et je suis directeur du pôle sciences juridiques, économiques et de l'administration de l'Université virtuelle du Sénégal. L'Université virtuelle du Sénégal qui est la première université numérique du Sénégal. Nous nous basons beaucoup sur les TIC pour justement rendre les savoirs accessibles. Nous avons actuellement presque 40 000 étudiants et nous nous attendons avec le dernier exercice du baccalauréat qui a eu des résultats inédits à encore beaucoup d'étudiants. Et donc, on aura l'occasion de discuter de cela. Et donc, c'est une université qui, de par sa nature, se place naturellement dans ce débat sur le numérique, sur le télétravail. Et donc, c'est tout un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, présent avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur, pour cette présentation. Je vais maintenant passer la parole à notre dernière intervenante et non des moindres, Madame Nafi Gueye. C'est un plaisir de vous avoir dans ce panel. Madame Nafi, alors la présenter ne sera pas facile parce qu'elle est sur plusieurs fronts. Elle est
elle est jeune leader, elle a sa propre structure qui s'appelle J'existe, n'est-ce pas? Oui. Alors, elle a aussi collaboré avec Make Sense. Je pense qu'elle a été membre fondatrice de Make Sense. Elle est consultante chez Concret. Concret est une structure d'appui à l'entrepreneuriat. Et elle est très active dans le milieu associatif et aussi sur le plan international. Nafi, vous avez la parole. Bonjour Taïb, bonjour tout le monde. Je suis très honorée de partager ces échanges avec vous, avec des mentors, je dirais, des grandes sœurs et des grands frères. Mr. Blue, que j'ai eu à rencontrer il n'y a pas longtemps lors d'une conférence de GN Tech. Je pense qu'il ne m'a pas forcément reconnu. Bon, nous, on change souvent de coiffure, mais ce n'est pas grave. Madame Amini, que je ne connais pas forcément, mais dont je connais le pays parce que j'ai fait une année de volontariat de solidarité internationale en Côte d'Ivoire. Donc, je connais très bien le pays et je pense que Bassam a été bien choisi pour faire votre programme et j'espère que ça se passe très bien. Taïb, je vous connais de nom à travers les réseaux et je connais Boubacar qui m'a introduite à vous. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Je pense que le thème qu'on a choisi est un thème hyper intéressant dans la mesure où on a tous été confrontés à ce télétravail-là. Moi, en tant que professionnelle, en tant qu'actrice de développement, en tant qu'activiste, je pense que l'impact, il est énorme. Et je pense qu'il serait intéressant de discuter de tout ça, surtout nous qui avons des associations, qui avons planifié des activités. Nous nous sommes retrouvés avec, je ne dirais pas une contrainte, mais l'obligation en fait de trouver de nouvelles stratégies. Et je pense qu'il serait intéressant vraiment de le partager avec tout le monde. Donc, merci à tout le monde. Bon, je n'ai pas pu citer le professeur Correa, que je ne connais pas forcément personnellement, mais j'espère que d'ici la fin de ces échanges, que je pourrai me familiariser un peu plus avec la personne professionnellement et humainement. Voilà. Merci Nafi. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer la discussion. Et la première thématique que nous allons aborder, c'est la thématique liée à la gestion de la transition. Alors là, on aimerait comprendre comment vos organisations respectives ont-elles géré la transition vers le télétravail et quels sont les outils technologiques qui ont permis à votre structure de maintenir un niveau de productivité acceptable. Je vais commencer par l'Université virtuelle sénégalaise, professeur Jean-Luc Correa. Votre structure est pionnière dans l'enseignement à distance au Sénégal et même dans la sous-région. La pandémie a-t-elle eu un impact dans votre façon de travailler? Avez-vous pu dérouler les composantes présentielles de vos programmes depuis mars sans difficulté majeure? Professeur, vous avez la parole. Est-ce que le professeur est toujours avec nous? Oui, il est toujours avec nous. Professeur, s'il vous plaît, vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup. En fait, si je vous disais que l'UVS était préparé au télétravail, ce ne serait pas vrai. Maintenant, on peut penser que nativement, nous sommes une institution qui aurait pu avoir cette aptitude au télétravail. Oui, nous nous sommes organisés très, très rapidement parce que nous avons les compétences, nous avons l'équipement qu'il faut, etc., pour nous adapter à cette nouvelle donne. Et c'est justement dans des temps très, très courts où nous nous sommes très vite redéployés grâce à nos propres outils. Il faut savoir qu'à l'UVS, nous avons une conception des TIC qui est une conception très, très souverainiste des TIC. Nous estimons que lorsque nous devons nous appuyer sur des solutions, nous devons d'abord nous appuyer sur des compétences nationales, sur des outils nationaux. Et donc, nous sommes plus allés sur la génération d'outils domestiques faits par nos ingénieurs maison
plutôt que de nous appuyer sur d'autres outils étrangers, etc. Et c'est là d'ailleurs qui a prévalu à la naissance de l'UVS. Et c'est ce que je dis souvent à beaucoup de mes amis. L'UVS a été pensé dans un moment qui était peut-être en avance sur ce que les gens pouvaient entrevoir du point de vue de l'avenir des TIC de façon générale, mais également du point de vue de l'avenir du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Et donc, le choix qui a été fait d'orienter l'enseignement supérieur du Sénégal vers le numérique est un choix qui se justifie a posteriori avec la situation de Covid-19. Il ne s'agit pas de s'en glorifier parce que c'est une situation qui est quand même extrêmement douloureuse avec des morts d'hommes, etc. Il ne s'agit pas de s'en glorifier, mais du point de vue de l'existence de l'UVS, la situation de pandémie a légitimé. Et je dis souvent, qu'aurait été le Sénégal, qu'est-ce qu'on aurait dit du Sénégal, qui est souvent un pays cité à l'avant-garde de beaucoup de choses en Afrique, à tout le moins en Afrique de l'Ouest. Qu'aurait-on dit du Sénégal si on n'avait pas l'université virtuelle du Sénégal? Donc, c'est une réponse. Et dans cette situation de télétravail, nous sommes tous très rapidement mobilisés. Et ce qui est à rajouter, c'est que nous avons mis également notre expertise au service de l'administration sénégalaise. Et beaucoup de directions, de ministères, même le centre des opérations d'urgence, le COUS du docteur Bousso, nous avons mis notre expertise à disposition de beaucoup de structures nationales pour les aider à développer des applications de télétravail. Et donc, ce qui montre que c'est un service à la communauté que l'UVS a rendu à la communauté. Et nous avons tous profité de ce service, de ce contexte pour nous mettre véritablement au télétravail. Mais on aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur les défis, les contraintes que nous avons dû traverser, que nous avons dû juguler pour justement arriver à une situation beaucoup plus stable qui nous amène maintenant, et je terminerai sur ça, qui nous amène maintenant, parce que j'étais à la tête d'une mission interne de réforme de la gouvernance de l'institution, qui nous amène maintenant dans notre règlement intérieur à consacrer clairement le télétravail. Le règlement intérieur maintenant de l'UVS consacre le droit individuel au télétravail qui se manifeste par un congé de télétravail de 40 heures par mois et également contrebalancé par ce qu'on appelle le droit à la déconnexion pour ne pas que le salarié soit toujours en train de télétravailler. Mais on pourra discuter de ces détails. Donc, on a profité de cette situation pour maintenant consacrer dans le règlement intérieur le droit pour le salarié d'aller en télétravail avec un crédit horaire de 40 heures par mois de télétravail qu'il peut prendre à la fin du mois précédent le mois où il veut aller en télétravail. Donc, voilà ce que je voulais dire en propos introductif. Merci pour ce propos liminaire qui vraiment rend hommage au côté avant-gardiste de l'université virtuelle sénégalaise. C'est une université qui a été pionnière, mais je me rends compte à travers vos propos, professeur, que l'université a véritablement innové durant la pandémie et en a profité pour asseoir son rôle de leader dans l'enseignement supérieur sur le plan des TIC. Des conceptions comme la conception que vous avez, dont vous avez parlé, la conception très souverainiste des solutions, ainsi que le droit à la déconnexion. Vous avez consacré le télétravail dans votre règlement intérieur. Cela veut dire que vous êtes en avance. Et vous allez revenir peut-être sur les difficultés que vous avez rencontrées, mais à mon avis, la pandémie vous a permis d'innover davantage, quand bien même vous étiez déjà sur cette rampe auparavant. Alors, merci pour cette intervention. Je m'en vais passer la parole à Amini Kajunjou. Amini, votre organisation est une organisation d'enseignement aussi, comme l'UVS, même si vous, en votre qualité de directrice exécutive de la Fondation, vous êtes plus impliqué sur des aspects de fundraising et sur des aspects de communication sur le plan international. Alors, pourriez-vous nous expliquer
comment la pandémie a-t-elle eu un impact sur votre façon de travailler et quels sont les changements ou bien l'adaptation qui a suivi un peu ces difficultés que l'ensemble de la population mondiale a rencontrées depuis février-mars 2020. Oui, merci pour ça. Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler à distance, même avant la pandémie. La fondation est à Atlanta et moi, j'habite à Brooklyn. Alors, j'ai toujours eu l'habitude de travailler sans l'équipe autour de moi. Et quand la pandémie s'est arrivée, c'était horrible, comme tout le monde l'a déjà dit, mais on a continué à faire ce qu'on devait faire parce qu'il n'y avait pas vraiment un changement sur le plan de comment on travaillait. Mais ce qui a changé et qui a bouleversé les choses, c'est que, comme tu viens de dire, mon travail est de faire du fundraising, c'est faire du marketing pour IUGB, c'est vraiment créer des partenaires, c'est développer des partenaires. Et pour tout ça, je voyageais beaucoup. J'étais tout le temps devant quelqu'un en train de parler de IUGB et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Alors, la façon que les choses ont changé, c'est que je voyage moins. Et je suis pas devant des gens en train d'expliquer, en train de voir comment on peut travailler ensemble. Comme tout le monde, j'utilise Zoom pour travailler. Mais je dois vous dire que c'est pas la même chose. C'est vraiment, il y a un changement. Être devant quelqu'un pour, par exemple, demander beaucoup d'argent, c'est pas évident de le faire à partir de Zoom. Les gens, je pense que quand tu demandes un montant important, il veut te voir, il veut vraiment te regarder dans les yeux et que tu peux bien expliquer qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent et tout ça. Alors, il y a ça. Mais aussi, côté de l'équipe, on était dans des différentes locations, mais moi, j'allais à Atlanta souvent pour être en face avec l'équipe et j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui étaient mieux, on pouvait gérer certaines choses mieux quand on était ensemble. On pouvait gérer des problèmes rapidement quand on était ensemble. Alors, avec le voyage qui ne se passe pas comme avant, ça fait longtemps, depuis mars, je ne suis pas partie à Atlanta. Depuis mars, je ne suis pas partie en Côte d'Ivoire. Alors, c'est ça, on utilise les outils technologiques comme tout le monde, Zoom, Google Calendar, tous ces trucs-là. Mais ce qui a changé, c'est que je ne voyage pas comme avant et ça est en train de créer des petits soucis parce qu'il y a des gens qu'on doit voir pour gérer certaines choses, pour réaliser certaines choses, mais c'est difficile de le faire à ce moment-là. Effectivement, la chute ou l'arrêt des voyages par avion a résolument eu un impact sur votre capacité de travailler dans la mesure où vous devez collaborer avec des donateurs, avec des institutions internationales et cela suppose que vous soyez en mesure de voyager pour rencontrer vos partenaires. Ça, nous le comprenons facilement. Donc, évidemment, les difficultés pour voyager ont eu un impact sur votre capacité de travailler. Maintenant, vous parlez de Zoom, vous parlez de Google. Le professeur Jean-Luc Correa, je pense qu'il a touché du doigt un point qui est intéressant, mais qui n'est pas l'objet de la rencontre, mais je vais quand même l'aborder très subtilement. Il a parlé de solutions maison. Nous utilisons tous Zoom. Aujourd'hui, la plateforme sur laquelle nous sommes, c'est la plateforme Zoom. Zoom est une entreprise américaine basée en Californie, comme toutes les entreprises de la Silicon Valley, qui ont essaimé un peu partout dans le monde. Peut-être que ce sera un sujet pour un prochain panel, mais comment faire pour que nous puissions, nous, utiliser des plateformes nées en Afrique, développées par les Africains. Le professeur Jean-Luc Correa nous a dit qu'ils ont une conception souverainiste des TIC à
l'UVS. Comme on dit en anglais, food for thought. Alors, je me tourne, je vous remercie encore une fois de plus, Amini. Je me tourne vers Nafi. Nafi Gay. Alors, Nafi, vous travaillez dans le secteur social, dans le secteur à impact social. Le confinement a probablement eu un impact sur vos activités. Comme Amini l'a si bien expliqué, l'impossibilité de voyager a eu un impact très négatif sur sa productivité. Et j'imagine que vous, étant très actif sur le plan international, vous avez subi de plein fouet cette impossibilité de se déplacer, cette impossibilité de rencontrer les gens en présentiel. Alors, le télétravail, la collaboration à distance, Nafi, sont-elles des alternatives viables au mode de collaboration classique dans votre domaine? Alors, je pense qu'Amini, il sera intéressant de discuter avec elle après parce qu'elle m'a marché sur la langue. En fait, depuis la COVID, j'ai eu l'impression en fait, d'être clouée au sol. Et c'est une impression psychologique qui bloque des fois, qu'on ne peut pas forcément expliquer lorsqu'on n'est pas dans cette position. Effectivement, moi, je suis très active et je voyage beaucoup. Je participe à énormément de forums au niveau international et ayant une association à impact positif qui existe. Donc, c'est une association qui essaye d'apporter sa contribution à la problématique de l'état civil. Vous savez qu'au Sénégal, en Afrique, beaucoup de pays ont un problème d'acte de naissance concernant les gens qui circulent sans identité. Donc, imaginez, nous, en tant qu'association ou en tant que structure sociale, en général, on cherche de l'aide, on va à la rencontre de fondations, à la rencontre d'entreprises, à la rencontre, on profite de toutes les opportunités possibles pour chercher des fonds. Donc, imaginez que depuis mars, vous ne pouvez pas bouger. Limite, si vous pouvez sortir de chez vous. C'est très compliqué. D'ailleurs, la semaine dernière, je partais à Ziguinchor. Le fait juste d'aller à l'aéroport et prendre un vol a été quelque chose de très positif, de manière vraiment personnelle, parce que je me suis dit, ah bah ça y est, ça reprend. Parce que voilà, ça a un impact. Maintenant, côté travail, je pense que nous, ce que nous faisons, c'est de la sensibilisation, c'est de la formation, etc. C'est vrai qu'on a l'habitude en fait de faire des ateliers interactifs parce que comme disait Amini, une discussion, un échange interactif qui est direct et humain a beaucoup plus d'impact sur la personne que lorsque c'est virtuel. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, la COVID nous a poussé en fait à avoir l'impression de connaître tout le monde, de voir tout le monde, alors qu'on peut passer facilement 7 à 9 mois sans voir une personne. Ce sont des impacts. Maintenant, côté travail, vraiment, nous, de notre côté, en étant à Concret, par exemple, je pense qu'on avait commencé à anticiper. Comment? Parce que Concret, par exemple, propose des solutions digitales pour l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc, il y avait une plateforme existante qui permettait, en fait, de pouvoir accompagner les entrepreneurs avec un programme en ligne qui leur permettait, s'ils le désiraient, soit de venir au niveau de notre structure pour un coaching, soit de rester chez eux et de pouvoir qu'on puisse les suivre. Je pense que ça a été pour nous vraiment un coup de grâce parce que ça nous a permis en fait de continuer nos activités comme il faut. Donc, il y a deux profils. De mon profil d'accompagnatrice en entrepreneuriat, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Elle le disait, nous, on utilise Zoom. On avait, par exemple, des réunions hebdomadaires qu'on a maintenues chaque lundi à 9 h. Et le point positif, c'est que personne n'était en retard. Avant, lorsqu'on devait faire nos points, parce que certaines personnes venaient de loin, Kermassar, Mariste, etc., les gens arrivaient souvent en retard au bureau dû à des contraintes de transport. Aujourd'hui, avec la COVID, on arrivait à faire nos points à temps sans pour autant qu'on ait des retards ou des absences, parce que les gens étaient à l'aise chez eux et du coup, ils étaient beaucoup plus aptes. Et moi, à un moment donné, je l'ai même dit au bureau, j'ai l'impression d'avoir plus de travail pendant la période Covid qu'avant la période Covid. Parce que quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas de contraintes de transport, vous n'avez pas besoin de bouger, vous n'allez nulle part, mais vous ne faites que travailler. Et du coup, vu que le travail, donc c'est bien ce que le professeur Correa a dit tout à l'heure, c'est de pouvoir avoir le droit de déconnexion. Parce qu'on ne se rend pas compte en fait du temps. On travaille et on oublie qu'on a un temps de pause. Donc vraiment à notre niveau, peut-être de mon côté associativement parlant, j'ai eu beaucoup de soucis parce que j'avais beaucoup d'activités de prévues, surtout
la régularisation des enfants en classe d'examen d'entrée en 6e, que je n'ai pas pu faire parce que je n'ai pas pu aller sur le terrain parce que c'était interdit. Mais au niveau professionnel entrepreneuriat, quand même, concret avec concret, on a mis en place, on a dû renforcer le système en ligne qui permettait en fait de suivre tous nos entrepreneurs avec chaque semaine des séances de coaching, des documents disponibles en ligne en temps réel. Et l'équipe, bon, après, on le disait tout à l'heure, il y a un aspect où on se sent seul à la maison. Et des fois, côté communication, c'était pas très fluide parce qu'on se sentait un peu isolé. Mais à part ça, ça s'est très bien passé au niveau professionnel avec concret. Merci beaucoup, Nafi. Donc, on se rend compte que, oui, comme pour le cas de Amini, ça a certainement eu un impact sur votre capacité de travailler, votre capacité, votre productivité, votre capacité à vous déplacer sur le plan international. Mais il y a eu quelques points positifs, comme vous l'avez si bien expliqué. Alors, je vais me tourner vers Hassan Bouk, Mr. Blue. Hassan Bouk, vous êtes le dernier intervenant sur ce round, mais votre intervention est cruciale. Hassan Bouk a fondé Téléécole depuis maintenant 6 ou 7 ans, 7 ans à peu près, si je ne m'abuse, il va me corriger. Et Téléécole a mis en œuvre un programme ambitieux d'enseignement durant le confinement. Pouvez-vous revenir, Hassan, sur les contenus que vous avez offerts et même continuer d'offrir? Et comment avez-vous pu mobiliser vos équipes malgré les contraintes liées à la pandémie durant la période la plus dure, la période de confinement? Merci et d'abord félicitations à mes co-panélistes qui ont été brillants dans leur présentation. Coucou Anafi, je te reconnais bien. Hein? Bon, alors ce que j'ai à dire, c'est qu'en fait, il y a quelque chose d'important. C'est qu'en management, il n'y a pas de all-in-one. Il n'y a pas de all-in-one, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas de solution catégorique à 100%. Et c'est le propre aussi de la relation technologie et changement. Moi, je suis plus spécialisé dans le multimédia, le changement, les technologies, la com. Donc, mon job, c'est comment faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans le cheminement parallèle de ces niveaux de technologie et process de management. Et quand aujourd'hui, en 2006, justement, je réfléchissais sur ces choses-là, je me disais, bon, ok, nous étudions, nous enseignons. Mais dans 10 ans, comment allons-nous enseigner? Première chose. Dans 10 ans, comment allons-nous suivre la télé? Est-ce que nous allons la suivre de la même façon que nous la suivions, devant l'écran, ou est-ce que nous allons la suivre de manière beaucoup plus approfondie? Donc ça, c'est des questionnements. Et il est important de savoir que dans la vie, il y a des rôles. Vous savez, le rôle d'un stratège, c'est d'anticiper, ce n'est pas d'attendre que la chose s'abatte sur lui pour qu'il réfléchisse. Le rôle de l'ingénieur, c'est justement lorsque le stratège aura réfléchi entre les chercheurs pour dégager des pistes de problématiques qu'il essaye de concevoir lui. Et l'utilisateur, il l'utilise. On ne peut pas demander à l'utilisateur de se mettre à la place de l'ingénieur. Alors donc, la vraie problématique, c'est de se dire, est-ce que nous avons subi la COVID ou est-ce que nous avions projeté par anticipation des solutions? C'est ça la véritable problématique. Donc, à Téléécole, nous, ce sur quoi nous avions travaillé, c'est de se dire, OK, comment allons-nous enseigner? Est-ce que l'enseignement va continuer? Je vais vous donner une anecdote. C'est vrai, elle est familière, cette anecdote, mais elle m'inspire. Il y a quelques mois, c'est ma mère qui me dit, il y a 35 ans, votre frère, quand il appelait depuis Tunisie, quand il faisait son cycle d'Emora, à l'époque, vous savez, quand on appelle, il faut aller chercher le téléphone, il faut programmer, que l'heure soit bien calée, qu'on appelle dans un quartier, c'est peut-être une maison qui a un téléphone fixe, etc. Et quand on recevait l'appel, il me dit, il y a 35 ans, elle me dit, votre père m'avait dit que ce qui se passe là, d'ici quelques années, va changer parce que mon fils qui appelle, on va peut-être le voir. Il y a plus de 35 ans. Et ça m'inspire parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'était pas ingénieur, mais le besoin a été exprimé. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et donc,
le besoin exprimé d'enseigner autrement est établi. Le besoin exprimé de travailler autrement est établi. Et quand la technologie est en crescendo, ça veut dire qu'elle va bousculer nos manières de penser et de voir, et forcément, nous devons anticiper pour nous adapter. C'est la raison pour laquelle à Télé-École, justement, on n'a pas eu véritablement de problème d'adaptation. Parce qu'on n'a rien créé. Il y a 8 ans, on avait déjà démarré. À l'époque, tout le monde disait qu'on était dans des folies. Et c'est normal, parce que le changement bouscule les mentalités, c'est tout à fait légal. Et l'être humain est réfractaire à l'inconnu. Et le changement étant le propre de l'inconnu, forcément, on dit que c'est de la folie. Mais quand le besoin s'installe en termes d'impératif, et que tu sois obligé d'aller chercher la solution, c'est là où tu vas accuser beaucoup de retard de recherche avant même de mettre en œuvre la solution. Donc, on n'a pas eu ce problème technologique. Donc, je le dis et je le répète, la technologie, la question ne se pose pas en termes de technologie. Elle se pose en termes de stratégie. Parce que la technologie, on sait la manipuler, on sait faire ce qu'on a envie de faire avec. Mais la stratégie, alors, si l'élève doit apprendre et que l'élève est confiné chez lui, l'enseignant lui-même étant confiné, si le dispositif n'avait pas été pris en charge pour assurer ce relais-là, eh bien, on serait juste là en tant que suiveur. Alors donc, nous, ce qui nous a le plus, au contraire, donné ces talents, c'est justement l'approche solidaire. Et c'est là où je dis qu'il n'y a pas de all-in-one. On peut bien être excellent en technologie, mais si dans la conscience collective, dans la solidarité, il n'y a pas de disponibilité des cœurs et de l'espoir et de la participation solidaire des citoyens pour aller de l'avant, les outils ne pourront rien faire. Alors ça c'est la réalité. Donc, en premier lieu, c'est féliciter les enseignants. Parce que nous, quand on a fait l'appel au ministère de l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur, on leur a dit, écoutez, le président vient juste de dire les classes seront fermées à partir de telle date. Nous arrêtons, nous, tous les programmes de Télé-École, c'est des programmes de développement, d'éducation, etc., pour faire 100% enseignement. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'aller recréer la roue, créer une technologie, réfléchir. C'est déjà établi depuis 8 ans où il est. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est les enseignants. Et c'est là où j'ai dit chapeau aux enseignants. Parce que c'est eux qui ont bravé le risque quand même de venir dans les studios, dérouler leurs cours, même si on avait la technologie pour qu'ils puissent à partir de chez eux-mêmes enseigner. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, pour moi, la véritable problématique du télétravail et de la téléinformation et de la téléformation, c'est une réalité qui va s'amplifier dans le temps. Et dites-vous bien, d'ici quelques temps, la problématique de la rémunération, de l'enseignement payant, tout ça là, d'ici 10 ans, je pense que ça va à 80% disparaître. Ça va être libéralisé parce que les technologies, les moyens, le bénévolat seront tous là pour que l'enseignement soit démocratisé. Donc, il faut investir dans la stratégie pour la mise en adéquation de l'outil et des process et des ressources humaines pour le résultat escompté et qui se projette, qui ne se décide pas dans le temps immédiat et l'environnement immédiat, mais qui se projette dans le temps. Merci beaucoup, Mr. Blue. Je pense que le maître mot, c'est la stratégie. Vous avez insisté sur ce point-là. Vous avez aussi insisté sur la prospective et sur la vision. Je pense que vous avez été visionnaire en créant Télé-École il y a de cela 8 ans. Comme l'UVS a été avant-gardiste en mettant en place l'enseignement à distance massif au Sénégal depuis plusieurs années. Alors, nous aurons l'opportunité de revenir sur Télé-École dans le cadre du round suivant. Je vous remercie pour cette intervention, pour la clarté et aussi les conseils que vous avez prodigués à notre assistance. Merci beaucoup, Monsieur Blue. Alors, nous allons passer au deuxième round de questions. Et cette fois-ci, nous allons aborder le vif du sujet. L'Afrique est-elle prête à faire face à la réalité du télétravail et du téléenseignement? En réalité, plusieurs préalables sont requis pour permettre au continent de profiter pleinement des opportunités offertes dans un monde où le télétravail et le téléenseignement occupent une place de plus en plus importante. Internet de qualité à un coût accessible,
accès équitable à l'énergie sont des préalables, comme les compétences dans le domaine de l'économie numérique. Je me retourne vers le professeur Correa, Université virtuelle du Sénégal, a un modèle pédagogique qui repose sur un accès permanent à Internet pour un déroulement correct des enseignements. Professeur, pourriez-vous revenir sur les subventions accordées aux étudiants en ce sens, ainsi que les équipements mis à disposition au niveau des espaces numériques ouverts? Le modèle de l'UVS, basé sur la prise en charge ou la subvention de la connexion à Internet et l'achat d'un ordinateur, est-il viable dans un contexte de massification au niveau de l'enseignement supérieur? Vous parlez de 40 000 étudiants actuellement, sans compter les nouveaux bacheliers qui vont arriver. Professeur, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. En fait, on peut répondre à votre question très rapidement en disant non, que l'Afrique n'est pas prête. Mais doit-on seulement attendre d'être prêt pour nous engager dans ça? Je pense que non. Généralement, on a reproché ces derniers temps au ministère de l'Éducation nationale d'avoir voulu embarquer un peu le système dans l'enseignement à distance parce qu'on n'aurait pas suffisamment d'Internet, parce qu'on n'aurait pas suffisamment, ou bien qu'on aurait des enfants dans des zones qui n'ont pas accès à Internet, à l'électricité, etc. Et c'est une question que je vois adressée ici à M. Mboup sur le chat. Pour moi, on ne doit pas attendre. On ne doit pas attendre. Nos pays, je prends l'exemple du Sénégal, il n'y a aucune université à ma connaissance dont toutes les portes, tous les bureaux ont été fin prêts avant d'y installer les étudiants. Prenons l'exemple de Gaston Berger que je connais mieux. Pour y avoir été, on n'a pas attendu la fin de tous les travaux pour amener. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de mener à bien des projets publics. Mais par contre, sur cette question que d'aucuns appellent la 4e révolution industrielle, je suis d'avis qu'il ne faut pas attendre. Donc, si on pose le débat en termes de est-ce qu'on est prêt? Non, on n'est pas prêt. Par contre, si on pose le débat, est-ce qu'on a des opportunités? Est-ce qu'on a une opportunité non pas de rattraper notre retard, parce que du point de vue épistémologique, je ne suis pas pour le débat sur le développement, sur un rattrapage de retard, parce que nous pouvons y aller selon un modèle qui est à nous, selon un rythme qui est à nous. Donc, pour amorcer notre surgissement économique, pour moi, c'est une opportunité. Vous savez, vous prenez dans tout processus d'innovation, vous allez toujours passer par ces lois classiques de Schopenhauer où au début, on va vous dire c'est totalement ridicule. Après, on vous dira oui, mais c'est dangereux. Après, on vous dira oui, mais c'est très évident. Pourquoi on n'y a pas pensé? Et tous ces innovateurs qui sont là, tous ces gens qui s'activent dans ces domaines nouveaux, ont toujours eu en face d'eux ces obstacles-là. À un moment, on a ri d'eux. À un moment, on a dit oui, mais téléécole, c'est ridicule. Voilà. Après, on leur a dit, mais c'est dangereux. Comment on peut envoyer nos enfants dans ce truc? Mais après, tout le monde dira, mais c'était évident, pourquoi on n'y a pas pensé? Mais l'Afrique est confrontée à des défis extrêmement importants. Vous regardez la connexion à Internet. Les pays qui ont une façade maritime sont les pays où la connexion à Internet est la plus stable et la plus importante. Plus vous avancez, vous entrez dans le continent africain, moins vous avez de possibilités d'avoir cette connexion Internet. Du point de vue des contenus, dans les contenus, je disais tout à l'heure que nous avons une conception souverainiste. Je ne veux pas dire par là que nous n'utilisons pas Meet ou bien Zoom, etc. Nous les utilisons. Mais à chaque fois que nous pouvons développer un outil maison, nous développons un outil maison. Sur la gestion des examens, sur les outils de suivi et évaluation, sur les outils de suivi des enseignants, des tuteurs, nous avons toujours des outils qui sont des outils faits par nos développeurs maison. Au lieu d'aller acheter un produit, parce que sur tous ces éléments que je viens de citer, vous avez des produits étrangers qui sont proposés. Et beaucoup d'universités au Sénégal utilisent des produits qui sont des produits étrangers. Donc, nous préférons développer. Pourquoi? Parce que nous estimons que la bataille, c'est aussi une bataille de contenu dans cet Internet-là.
comment pouvons-nous, nous, en tant qu'Africains, proposer également du contenu? Comment pouvons-nous participer, pas seulement en tant que consommateurs, et en nous soumettant par notre consommation aux droits américains, aux juridictions américaines. Zoom que nous utilisons en ce moment, si jamais il y a un problème, ce sont les juridictions de Santa Clara qui sont compétentes. C'est le droit californien qui est appliqué. Nous n'avons aucune protection sous l'empire du droit sénégalais. Donc, voilà pour moi des défis qui sont des défis extrêmement importants, mais sur lesquels nos gouvernants ne doivent pas attendre. Certains pays l'ont compris, ils vont de l'avant. Et je pense qu'un pays comme le Sénégal fait beaucoup d'efforts sur cette voie de l'émergence grâce au TIC, mais il y a encore des éléments d'une meilleure coordination à avoir pour que ces efforts puissent véritablement aboutir. Donc, pour me résumer, non, l'Afrique n'est pas prête, mais l'Afrique peut s'apprêter, l'Afrique peut profiter de cette opportunité et ne pas aller sur le modèle d'économie classique. Vous savez, l'économie fossile fondée sur les matières premières, le pétrole, le gaz, c'est terminé. L'économie à somme négative, c'est terminé. Donc, je pense qu'on est entré dans une ère d'économie à somme positive. On est entré dans une économie de la connaissance, comme le dit Idrissa Berkane. Et donc, il me semble que nous pouvons, en tant qu'Africains, en profiter et changer totalement la perspective de développement économique que nous nous sommes assignés. Je pense que l'UVS participe de cela. Comment changer la perspective de la formation, surtout pour nous, en apprenant autrement. Voilà. Nous, notre perspective véritable, c'est comment apprendre autrement, comment, grâce au TIC, apprendre autrement. Voilà. Et donc, c'est une problématique qui est entière, hein. La réflexion se poursuit, mais c'est véritablement comment apprendre autrement grâce au TIC. Merci. Merci, professeur Correa, pour cette brillante intervention. Je vous félicite pour la clarté et la précision, mais surtout le caractère incisif de votre propos et de vos arguments. Il est clair que, certes, l'Afrique n'est pas prête à l'évidence, mais il y a plein d'opportunités à saisir, comme vous l'avez si bien expliqué. Alors, je voudrais rappeler à l'endroit de notre audience que le chat a été préparé pour qu'ils puissent poser des questions déjà à ce stade et que ces questions-là seront synthétisées. Et si nous avons l'opportunité, nous aurons l'occasion de donner la parole aux intervenants pour qu'ils puissent répondre à ces questions avant la fin de la session. Donc, chers auditeurs, ceux qui nous suivent sur Zoom et aussi sur Facebook, s'il vous plaît, vous pouvez poser vos questions sur le chat déjà. Alors, je me tourne vers Amini. Amini, votre fondation a produit un rapport en mars intitulé « Planifier le futur, éducation, emploi et entrepreneuriat en Afrique ». Bon, c'est un rapport sur lequel Baobab Consulting a travaillé, je dois l'avouer. Alors, plusieurs avancées ont été notées au niveau de l'accès à l'énergie, l'accès à Internet durant la décennie précédente, mais le niveau d'accès à l'enseignement supérieur reste faible. Il est de 12% en Afrique, alors que la moyenne mondiale se situe à 32% environ. Pourtant, la FinTech a eu un succès retentissant en Afrique en s'appuyant sur une adoption rapide des smartphones. La téléphonie mobile, par exemple, pourrait-elle permettre à l'Afrique de démocratiser l'enseignement en Afrique via l'EduTech? C'est une très bonne question, mais la réponse, je ne pense pas qu'elle est simple. Premièrement, avant que j'avance, je voulais souligner que je suis vraiment d'accord avec professeur Correa de tout ce qu'il vient de dire. Vraiment, il a souligné tout ce qui était vraiment important, les défis et aussi les opportunités. Je voulais aussi souligner que Nafi, tout ce que tu as dit,
j'allais aussi dire. Et surtout quand tu as dit que quand tu es parti à l'aéroport, et tu t'es senti que quand même tu es en train de bouger un peu et tu es en train d'avoir une connexion humaine. Je suis d'accord avec vous et c'est pareil avec moi. Cette capacité d'avoir cette connexion humaine, c'est très important, je pense, pour le travail, pour toutes ces professions, surtout nous qui sommes dans l'éducation, nous qui travaillons avec, tu dois travailler avec les autres pour réaliser certaines choses. Et aussi, Monsieur Hassan, je suis très d'accord avec toi quand tu dis la stratégie est vraiment à la base. Parce que la technologie, on a ça. Et c'est quand même pas compliqué à gérer. Mais c'est la stratégie qui va vraiment nous dire si on est sur le bon chemin ou pas. Alors, je voulais dire ça. Mais maintenant, sur la question que vous avez posée, la réponse n'est pas simple parce que quand COVID a démarré, hein, soi-disant, on a fait un webinaire sur EdTech en Afrique et on a mis ensemble beaucoup de leaders de EdTech en Afrique. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont en train de faire de très bon travail. Et maintenant, la question que les gens s'est posée, c'est que est-ce que le EdTech va sauver l'éducation en Afrique pendant la pandémie? Et la réponse, c'était que pas vraiment. Oui, ça a accompagné beaucoup des étudiants pour avancer quand il n'y avait pas de cours. Mais ça n'a pas géré tous les problèmes comme les gens voulaient que ça se fait. L'éducation est très complexe. Et c'est plus complexe quand tu mets le fait qu'en Afrique, on a 250 millions d'étudiants qui doivent aller à l'école tous les jours. Le nombre, c'est extraordinaire, les étudiants qu'on doit éduquer. Il n'y a pas assez d'argent. On doit parler des budgets actuels, surtout quand tu parles du budget du ministre de l'Éducation, du budget public. Nos gouvernements n'ont pas l'argent pour vraiment gérer la situation correctement. Et les gens ont pensé que EdTech va entrer dans tout ça et ça va essayer d'accompagner. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est en train de faire ça, mais pas complètement. Quand je vous dis que, par exemple, le cas de Kenya, Kenya possède une grande industrie de EdTech. C'est parmi les leaders. Mais tu sais qu'ils ont fermé leurs écoles jusqu'à 2021. Ils ont fermé. Les écoles publiques ne sont pas là, ne sont pas ouvertes. Autre chose. Pour moi, c'est que le COVID m'a dit, et j'ai toujours su ça, mais le COVID vraiment va souligner ça pour moi. C'est que quand un pays est en train de se développer, il y a des fondamentaux, il y a de services ou des choses fondamentaux qui doivent être sur place. Et sans ça, vraiment, on ne peut pas aller loin. Je parle de l'eau, je parle d'énergie, je parle de l'infrastructure, je parle de l'éducation, évidemment, et je parle de la santé. Au Sénégal, mon mari est sénégalais et le nom de famille c'est Gay, Nafi. Alors, on est en famille. Il vient de rentrer du Sénégal. Quand tu vois les inondations et que les enfants sont en train d'étudier dans l'eau. Moi, je suis congolaise. Je suis née à Kinshasa. On a des problèmes pareils. Tu pars partout en Afrique, l'infrastructure d'éducation n'est pas même au niveau de là où ça doit être, où on peut utiliser le EdTech correctement, où on peut utiliser la technologie correctement. La stratégie qu'on vient de parler, comment on peut faire ça quand on a des bâtiments où l'eau coule dans le bâtiment, les gens sont en train d'étudier avec l'eau sur leurs pieds. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on doit avancer, mais aussi il y a des choses qu'on doit régler
qui nous met vraiment en arrière. Alors, on doit faire les deux choses en même temps. Pour finaliser, comme j'ai fait partie de cette conversation de EdTech que la Fondation avait organisée, j'ai eu une liste de tous les EdTech entreprises en Afrique. Il y a à peu près, apparemment, 100. Tu imagines? Et surtout dans des marchés comme le Kenya, comme le Nigeria, où il y a beaucoup. Et petit à petit, ils sont en train de faire leur travail et ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Mais l'ensemble de problèmes est plus grand que ça. Et ça va prendre vraiment un investissement très lourd pour gérer ces problèmes. Et c'est quelque chose que je pense qu'on oublie. L'investissement sera très, très lourd. Finalement, Corée du Sud, en 1950, était un pays pauvre comme beaucoup de nos pays africains. Mais quand j'ai fait des recherches sur ces pays-là, aujourd'hui, c'est un pays très, très important et qui est super développé. Et parmi les choses qu'ils ont fait, c'est que, premièrement, ils ont investi dans l'éducation comme si c'était la fin du monde. Ils ont compris que l'éducation est complètement, c'est impératif. Un pays ne peut pas développer sans l'éducation. Et je pense qu'en Afrique, on oublie. On est en train d'investir dans d'autres choses. Mais l'éducation est impérative. Merci. Merci, Amini. Je pense que la cause est entendue. L'investissement dans le domaine de l'éducation doit être à la hauteur des ambitions de nos pays, mais à la hauteur aussi des besoins énormes. Vous avez mentionné 250 millions d'élèves et j'imagine d'étudiants qui doivent aller chaque jour à l'école. Donc, les besoins sont immenses. Est-ce que la technologie peut régler le problème? Vous avez posé le débat. Apparemment, la réponse n'est pas si simple. Je me tourne vers vers Hassan Boub. Parce que du point de vue de l'offre en termes de contenu scolaire, je pense que Téléécole a quand même innové en la matière. Maintenant, il se pose un problème de l'avenir de la télévision de manière générale, face à la montée en puissance des autres types d'équipements qui sont beaucoup plus utilisés par les populations. Alors, Mr. Blue, quel est l'avenir de l'école via la télévision quand on sait que les jeunes sont souvent scotchés à leur téléphone portable, quand on sait aussi que la plupart des ménages sénégalais disposent d'une télévision et que cette dernière reste le mode privilégié de transmission de l'information, mais qu'il y a en fait un énorme problème de contenu au Sénégal avec le phénomène, vous connaissez bien, le phénomène de lutte, musique, danse. Enfin, quel est votre plaidoyer? Ou bien, quelles sont les mesures concrètes que vous proposez pour une adoption massive des contenus éducatifs via la télévision? Oui, alors, merci pour cette question. Je pense que c'est une question qui n'est pas sénégalaise, elle est mondiale, cette question. C'est parce que c'est à des niveaux, en fait. Au Sénégal, nous en sommes à ça, parce que peut-être les autres pays d'Europe ou des États-Unis ont peut-être dépassé un certain niveau, on va dire, d'accès à un contenu selon les devices qui existent. Mais l'avenir de l'éducation et de l'école n'est pas en relation avec la télévision. Ça, c'est la première chose. L'avenir de l'école et de l'éducation est en relation avec les modes opératoires de mise à disposition efficiente du contenu éducatif. C'est ça en fait. Maintenant, parmi ces modes opératoires de mise à disposition du contenu, il y a les récepteurs. La télévision, c'est juste un récepteur en fait. Dans les débuts de la télévision, à l'époque, il n'y avait que ce qu'on appelle les infos. Hein? Et donc, dans les maisons, il y avait des récepteurs. Ces récepteurs ont évolué jusqu'à devenir aujourd'hui des IT devices, right? Et c'est pourquoi déjà aujourd'hui, nous à Téléécole, on n'a pas fait une télévision classique, on a fait une télévision IP. Et quand on dit IP, ça veut dire anytime,
anywhere, with any device. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous n'avez pas la contrainte d'être devant votre poste de télévision pour avoir accès au contenu. Donc, réfléchir en termes de mise à disposition du contenu éducatif et non pas en termes de support de réception, selon le besoin. Alors, je pose une question très simple. Même ceux qui nous suivent, demandez à tous ceux qui sont en train de nous suivre, combien de temps avez-vous pour rester devant votre poste de télévision à la maison pour suivre? Allez répondre, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les gens n'ont pas ce temps. Par contre, la technologie nous a tellement poursuivis, j'allais dire pourchassés, de manière à ce qu'aujourd'hui, nous soyons tous obligés d'être tout le temps contraints d'avoir ça. Alors, le besoin se déplace. Le besoin de suivre le contenu se déplace vers l'outil qui nous suit. Donc, si on ne prévoit pas que le contenu était devant le poste téléviseur à y retrouver ce qui nous suit en permanence, eh bien, on va rater l'audience. C'est pourquoi nous avons réfléchi en termes d'IP, c'est-à-dire on conçoit un mode opératoire disponible sur tous les devices possibles et partout où cela se doit. C'est ça en fait la chose. Pour revenir de façon beaucoup plus, on va dire, concrète, est-ce que c'est bon là, la connexion? J'ai l'impression que ça a bougé. Si, on vous entend. OK. Alors, pour revenir de façon concrète sur la question posée, nous devons, à mon avis, toujours avoir en tête l'idée selon laquelle il y a des choses inchangeables. La première de ces choses-là, c'est l'humain. L'information n'existe pas de façon tacite. Elle est produite par un processus et des êtres humains, et c'est nous. Donc, cette information, elle est éducative, elle est environnementale, elle est sanitaire, elle est ceci, elle est technologique, elle est cela, mais elle est forcément produite. Donc, le nœud de la guerre, c'est l'humain. Quelle que soit la technologie, l'humain. Donc, la technologie ne pourra jamais remplacer l'enseignant. Ça, c'est une chose tacite, il faut le savoir. Maintenant, si on sait qu'il y a des aléas dans la vie, des aléas liés à la distance, des aléas liés à la pandémie, des aléas liés aux moyens, des aléas liés à l'environnement, alors il nous faut réfléchir par voie d'anticipation à toutes les possibilités permettant aux producteurs de l'information, qu'ils soient enseignants, médecins, etc., d'avoir la possibilité que son contenu soit accessible à ses cibles, qui sont peut-être patients ou élèves ou étudiants ou chercheurs. C'est ça la vraie problématique. Donc l'avenir de l'école n'est pas entre les mains de la technologie, mais l'avenir de l'école est entre les mains de ceux qui font l'école. Et ceux qui font l'école, c'est ceux qui apprennent, qui font apprendre et qui enseignent. Et derrière, il y a la partie administrative, les politiques, etc. Et tout. Et ce n'est qu'après qu'on nous sollicite, nous qui sommes dans les technologies ou dans la communication, etc., pour dire, écoutez, le besoin est tellement fort et dans 10 ans, réfléchissez pour que nos enfants qui seront contraints d'aller faire les examens, on va dire, dans la boue, les pieds dans la boue, qu'ils aient la possibilité de faire leurs examens depuis chez eux. Maintenant, comme j'ai dit, il n'y a pas de all-in-one. On ne peut pas dire que, OK, on a trouvé la solution, donc c'est réglé partout. Non, il faudra gérer les choses selon les cas, mais mettre à profit, de façon radicale, mettre à profit les technologies au service de l'éducation. Parce qu'en réalité, pour clôturer, la problématique, elle est une problématique de contenu. Elle n'est pas une problématique de technologie. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour que les contenus éducatifs, donc positifs, soient disponibles sur les moyens de communication disponibles, donc technologiques, eh bien, on aura d'autres contenus négatifs qui seront injectés, inculqués à nos jeunes générations et qui vont être dans la crédibilité, dans la, on va dire, médiocrité. Donc, c'est une bataille de contenu à mettre à disposition sur les devices et par les technologies. Absolument, absolument. Je retiens que c'est une bataille que nous devons tous mener. C'est la bataille, en fait, plutôt qu'une bataille de technologie, c'est une bataille de contenu. Vous l'avez si bien dit. Vous avez même bien répondu à la question au tout début de votre intervention en disant que l'avenir de l'école est en relation avec les modes de mise à disposition des contenus. Je pense que ça résume bien.
Ça résume très bien votre propos. Et je vous remercie chaleureusement pour cette intervention de qualité. Je passe la parole maintenant à Nafi, qui sera la dernière intervenante de ce round. Alors Nafi, vous êtes un modèle pour la jeunesse de votre pays, de l'Afrique. Peut-être le travail offre plusieurs avantages à la jeunesse de notre pays qui peinent souvent à trouver un emploi décent. Les jeunes sont très adeptes de nouvelles technologies. Comment pourraient-ils tirer profit des avantages offerts par le télétravail pour entreprendre, gagner en expérience et accéder à de nouvelles opportunités? Par exemple, le stage à distance. Nous, au niveau de Baobab Consulting, nous avons reçu beaucoup de demandes de stages virtuels durant les 3 ou 4 mois précédents. Est-ce que vous pensez que c'est une piste viable pour la plupart des jeunes Sénégalais qui sont à la recherche d'une expérience professionnelle ou bien d'un emploi décent? Alors, je vais d'abord rebondir sur l'intervention de M. Correa qui disait que l'Afrique n'était pas prête. J'appuie vraiment pourquoi je le dis, c'est que face à la mondialisation, on est très en retard, mais on a tendance à anticiper sur des choses sans pour autant les préparer, donc stratégie, comme disait Mboup. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il y a une différence entre les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au niveau du Sénégal, en Afrique, les jeunes pensent qu'être sur les réseaux sociaux, c'est en fait se familiariser avec la nouvelle technologie. Ce n'est pas pareil. La plupart du temps, les réseaux sociaux nous permettent en fait d'avoir une visibilité. Elles nous permettent de rencontrer de nouvelles personnes. Elles nous permettent de créer des opportunités. Mais elles ne nous permettent pas forcément de nous enrichir par rapport au contenu dont nous avons, ou bien un savoir qui nous permettrait en fait de plaire ou bien de séduire une entreprise. Et ça, il faut que nos jeunes le comprennent. Beaucoup d'entre eux, en fait, souvent proposent des CV au niveau des entreprises. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le personnel branding est hyper important en influence par rapport à un choix pour une entreprise. Donc, si un jeune ne sait pas différencier réseau social et nouvelles technologies, adeptes de nouvelles technologies, cette personne-là pourrait passer à côté d'opportunités parce que lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, en général, ils ne prennent pas le soin de gérer leur image. Ils ne prennent pas le soin de l'utiliser à bon escient. Ils ne prennent pas le soin de l'utiliser comme il faut et en général, ça leur porte préjudice. Alors, les nouvelles technologies, effectivement, ça peut être un moyen pour saisir de nouvelles opportunités et pourquoi pas avoir des stages en ligne dans la mesure où à condition que les jeunes qui puissent être conscients en fait que tout ce dont ils ont besoin sont au niveau de l'Internet. Ils peuvent tout trouver. Maintenant, c'est l'outil qu'ils doivent utiliser pour un peu essayer de, comment on appelle ça, de renforcer leurs compétences, leurs capacités et de voir comment ils peuvent s'améliorer. Être sur Facebook à longueur de journée ne veut pas dire séduire M. Mboup dans le savoir ou dans l'éducation. Ça n'a absolument rien à voir. Facebook peut faciliter l'accès à M. Mboup parce qu'il est là-dessus. Maintenant, pour les stages, oui, je pense que c'est, franchement, en Afrique ou au Sénégal, nous sommes en retard sur le télétravail. En Europe, ils l'ont commencé depuis bien longtemps. Il faut le dire. Aujourd'hui, la COVID a boosté ou mis l'accent sur le télétravail, mais ça existait déjà. Moi, quand je travaillais pour Make Sense en 2017, j'étais seule en Côte d'Ivoire. On travaillait avec l'équipe à distance parce qu'il y avait une équipe au Sénégal, une équipe en France, une équipe au Burkina. On ne se voyait pas forcément, on travaillait à distance. Moi, mon entretien pour aller en Côte d'Ivoire, je l'ai fait en ligne. Je ne l'ai pas fait sur place. Aujourd'hui, de plus en plus d'entretiens d'embauche se font en ligne. Donc, pourquoi pas, si l'entretien peut se faire en ligne, oui, pourquoi pas le stage en ligne, mais ça voudrait dire que la jeunesse ou bien les gens qui doivent utiliser ce modèle-là devraient pouvoir, en fait, se renforcer en capacité, revoir le personnel branding parce que vraiment, Taïb, vous n'allez pas engager une personne parce que dans son CV, il est écrit qu'il est compétent en digital marketing et lorsque vous allez sur sa page Facebook, vous vous rendez compte que c'est une personne distraite, que c'est une personne. Comment vous pourrez avoir confiance en cette personne? Vous ne pouvez pas le voir, vous allez juste le voir en ligne. Ce n'est pas évident. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont sceptiques par rapport au télétravail. C'est parce que derrière, même s'il y a une efficacité
dans le travail, il y a ce doute-là de dire est-ce que mon employé bosse comme il faut? Parce que je ne le vois pas. Qu'on se dise la vérité. Donc, est-ce que pour lever cet équivoque-là, comment on peut le faciliter? Je pense que déjà, soigner son personnel branding, de sorte que demain, si Taïb voit un Boubacar ou bien une Nafi, qu'ils se disent non, je la connais depuis des années, elle est constante dans ce qu'il fait ou bien dans ce qu'elle fait. Donc, je peux peut-être quelque part lui faire confiance et lui donner ce stage parce que je suis sûre qu'il fera ce qu'il faut. Mais s'il n'y a pas ce rapport de confiance-là, je pense que ce sera une opportunité qu'on verra. On tend vers, certes, mais avec des limites parce que le besoin de confiance pose problème par rapport au sérieux et aussi par rapport à la responsabilité de la personne à qui on peut donner ce stage-là. Donc moi, le challenge, ou bien, je ne dirais pas le challenge, mais le message que je lance aux jeunes, c'est qu'ils essayent de revoir leur manière d'utiliser les nouvelles technologies et d'occuper les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui va définir en fait la suite de leur expérience professionnelle. Et de plus en plus, c'est important parce que les gens, de plus en plus, tiennent à cette identité. On ne peut pas être deux personnes en même temps. Soit on est bien, on est conscient, on est responsable, soit on ne l'est pas. On ne peut pas jouer sur une double face. Voilà, mais c'est une opportunité à voir, mais avec des conditions. Merci Nafi pour cette intervention. On sent la passion et surtout le message adressé à la jeunesse et l'invite à soigner leur image en ligne pour qu'elle soit en adéquation avec leurs objectifs professionnels. Je pense que ça, c'est un aspect très, très important aussi. On me signale derrière que nous avons dépassé un peu le temps. Le sujet est tellement passionnant que là, on a fait plus d'une heure sans même s'en rendre compte. On a pourtant une série de questions qui nous attendent, mais on me signale qu'on est bientôt arrivé à la fin de notre session. Alors, je voudrais demander, je vais quand même aborder la question, mais je vais vous demander d'en profiter pour clore et conclure et le faire très rapidement en 1 minute, s'il vous plaît. Donc, pour nous donner au moins la possibilité d'échanger avec l'audience et de prendre quelques questions. Donc, cette dernière round, c'est par rapport au monde post-pandémique. Quelles sont vos perspectives au regard de l'évolution de la pandémie et du retour à la normale? Malgré le déconfinement, certaines sociétés, en particulier dans le domaine technologique, ont maintenu le travail à distance sur le moyen terme. Certaines sociétés pensent même faire du télétravail un mode de travail permanent. Alors, je m'adresse au professeur Correa. À la lumière des restrictions imposées par la pandémie, allez-vous revoir votre modèle pédagogique à l'Université virtuelle du Sénégal pour dérouler des programmes 100% en ligne? Le modèle de l'UVS qui a fait tache d'huile dans la sous-région devrait-il inspirer les autres universités du Sénégal à investir davantage dans la formation à distance? Quelle est votre vision du monde universitaire post-pandémique en résumé? Professeur Correa, vous avez la parole et je vous invite à vraiment être très synthétique compte tenu du temps. Je vous remercie. J'aimerais remercier tout le monde par rapport aux réactions de tout à l'heure et dire très rapidement sur la question de l'avenir de l'université. Je pense que le Sénégal, parmi beaucoup de pays, était un peu en avance sur la question de l'enseignement à distance parce que dans toutes les universités où vous allez au Sénégal, vous allez trouver un institut de formation ouverte à distance. Ça a commencé depuis longtemps et je pense que la pandémie va renforcer. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays sur la question. Donc, je pense que sur cette question-là, il y a beaucoup d'efforts qui a été fait et cet effort peut continuer. Et je disais tout à l'heure sur la question d'enseigner ou d'apprendre, nous, à l'UVS, nous sommes plus sur la problématique non pas de l'effacement. On ne peut pas, Monsieur Mboup, on ne peut pas dire on va effacer l'enseignant. L'objectif, ce n'est pas ça, parce que l'enseignant est titulaire du contenu, etc. Par contre, comment utiliser les capacités heuristiques du cerveau pour permettre à un apprenant d'apprendre plus vite et plus utilement? Nafi en parlait tout à l'heure. Vous prenez n'importe quel jeune qui va prendre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Si c'est Lionel Messi qui l'intéresse, il va savoir il est né où, c'est qui son père, c'est qui sa mère, etc. Donc, il y a 2 niveaux. L'information est disponible, mais également la connaissance est disponible.
Donc, l'information et la connaissance étant disponibles, il faut deux choses pour moi. Il faut du temps et de l'attention pour que justement qu'on puisse apprendre et apprendre très utilement. Pour finir rapidement sur... Je suis obligé de faire sur les injonctions de M. Fall, je suis obligé de faire des enjambements et voilà. Et donc, pour finir sur le télétravail, vous savez, la relation de travail actuelle est fondée sur la subordination, et notamment sur le contrôle de l'employé par l'employeur. Nafi disait tout à l'heure qu'avec le télétravail, on entre dans cette zone d'incertitude où le salarié se demande, l'employeur se demande est-ce qu'il travaille. Je pense qu'il faut changer la perspective. La perspective, comme le dit M. Sen dans le chat, c'est justement la perspective de la responsabilisation du salarié et aller avec le salarié plus moins sur un paradigme de contrôle qu'un paradigme d'objectif. Maintenant, le salarié doit plus aller vers une objectivation. Est-ce que les objectifs sont atteints? Je pense que cela est plus important que de savoir est-ce qu'il est là, est-ce qu'on le contrôle. Et nous tous savons que des fois, on peut être au bureau et ne rien faire, et être à la maison et être beaucoup plus productif et atteindre justement les emplois. Et je pense qu'avec le Covid-19, on va changer de perspective et quitter le paradigme du contrôle pour aller vers le paradigme de la responsabilisation, comme le dit si bien M. Sen. Je vous remercie, je remercie tout le monde. Ce fut un plaisir de discuter avec Amélie, avec Hassan, Nafi et tout le monde. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour continuer ce débat très passionnant. Merci beaucoup. Nous vous remercions infiniment, professeur Jean-Louis Correa. Je vais passer la parole très rapidement à Mr. Blue. Mr. Blue, l'enseignement via la télé est une alternative crédible dans un pays où l'accès à Internet est relativement cher pour les populations vulnérables. Les résultats aux examens sont très satisfaisants cette année-là. Le professeur Correa a mentionné qu'on a eu des résultats inédits, c'est vrai. Malgré une année scolaire écourtée et même perturbée, quel a été l'apport de Téléécole dans ce succès? Quelles sont vos perspectives pour les années à venir? Bref, quelle est votre vision du monde post-pandémique sur le plan du télétravail? Et vous en profitez pour donner votre mot de la fin aussi. Rapidement, je pense que je vais devoir factoriser le temps pour ne pas aller au-delà. Mais ce qu'il faut savoir, nous, notre vision, je pense que c'est une vision comme toutes les visions de folie. C'est ça, c'est de se dire il faut projeter le plus loin possible les besoins des populations et essayer d'explorer depuis tout de suite les moyens, les voies et moyens pour trouver une solution. Maintenant, la solution, il faut aussi qu'elle soit dans une approche de management, hein, parce que je vais vous dire une chose. C'est vrai que la pandémie à Covid-19, à coronavirus, c'est une pandémie, mais derrière, c'est une problématique de recherche. Et ça, j'encourage les étudiants pour ça. Parce que, écoutez, quand aujourd'hui on vous dit on fait du télétravail, mais ça c'est une phrase. Mais ce qu'il y a derrière, c'est un monde. Quand on fait du télétravail, ça veut dire que dans le processus de travail, il y a des gens qui peut-être, s'il n'y a pas de management du changement, risquent de perdre le boulot. Et je vous donne un exemple très simple. Hein. Aujourd'hui, avec l'avancée technologique, vous allez dans un studio où il y avait 10 caméramans pour filmer un plateau. Aujourd'hui, vous mettez 10 caméras robots, c'est une seule personne qui pilote les 10 caméras robots, terminé. Hein? Alors donc, si vous n'anticipez pas dans le redéploiement, dans le management des ressources humaines, dans le management du changement, vous risquez aussi de créer des foyers de tension. C'est ça aussi. Il ne faut pas forcément réfléchir outils, il faut réfléchir ensemble. Et donc, nous, aujourd'hui, les perspectives, c'est de dire, si les étudiants sont prêts à étudier, les élèves aussi, et que les enseignants sont toujours prêts à enseigner, mais ça veut dire que le business existe. Ça veut dire que le consommateur a exprimé son besoin et que le fournisseur a la matière première et le produit. Donc, il faut huiler. Il faut huiler, c'est comment faire simplement pour que les deux besoins-là, que ce besoin soit satisfait par l'offre de contenu. Et maintenant, aujourd'hui, quand les gens disent, oui, la télévision, l'Internet, ce n'est pas accessible, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on parle d'Internet. D'ici 10 ans, on va parler d'autres choses. C'est comme ça.
Donc, il faut juste essayer d'anticiper le changement en se disant simplement maximisons. Faisons le maximum possible de tirer profit des technologies nouvelles, tout en ayant en conscience que la finalité, ce n'est pas les prouesses technologiques. La finalité, c'est la satisfaction de besoins exprimés pour l'étudiant d'apprendre, pour l'élève d'étudier, pour l'enseignant d'enseigner, pour le professeur en santé de pouvoir, on va dire, soigner. C'est ça en fait. Donc nous, notre vision c'est clair, on ne s'attend pas à ce que la télévision ne soit pas suivie ou l'Internet. Il faut simplement essayer de satisfaire les besoins exprimés. C'est ça l'objectif. Le maître mot, si je peux résumer, c'est l'agilité. Parce que les mutations, l'offre de formation va certainement changer. Mais tant que le besoin existe, elle devra être satisfaite. Sous quelle forme? On le saura. Je me tourne vers vous, Amélie. Je vous remercie beaucoup, Mr. Blue. Je me tourne vers vous, Amélie. Amélie Kajunjou. Vous en profiterez pour être très succincte et aussi vous donner votre mot de la fin. Comme nous sommes rattrapés par le temps, on est en train de me talonner derrière pour me signaler qu'on a même dépassé le temps qui nous était imparti. Mais le débat est tellement passionnant qu'on ne peut pas faire l'économie de vous donner la parole et de vous laisser argumenter un temps soit peu sur ces questions-là. Alors, AUGP Foundation, votre modèle en tant que fondation ou bien votre capacité à générer des ressources, elle a été affectée par la pandémie. Vous en avez parlé tout à l'heure lors de votre première intervention sur les difficultés d'avoir des rencontres fructueuses à distance. Quelle est votre vision du monde post-pandémique et quel rôle l'Afrique devrait-il jouer? En 1 ou 2 minutes, s'il vous plaît, avec le mot de la fin. Amélie, la parole est à vous. Oui, merci, vraiment merci beaucoup pour cette occasion. Merci à tout le monde qui a participé. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Rapidement, 3 choses. 1, la technologie va faire ce que la technologie va faire. Ça va nous donner des études qu'on a besoin pour travailler, pour aller à l'école. Mais ce que je ne veux pas qu'on oublie, c'est l'aspect humain. Le fait que les jeunes aujourd'hui doivent savoir comment écrire, doivent savoir comment communiquer, doivent savoir comment avoir des débats entre des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Je ne sais pas si on peut apprendre ça en ligne, mais peut-être je suis un peu traditionniste, mais je pense que vraiment cet aspect humain où tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu discutes avec eux, tu as des arguments et vous avez cet échange. N'importe ce qu'on fait avec l'éducation, cet aspect-là doit rester dans l'éducation parce que c'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu apprends comment être dans le monde qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est 1. 2, j'avais dit ça avant, mais je pense que je dois répéter ça encore parce que je pense que c'est très important. Il y a le développement fondamental qu'on ne peut pas oublier. Les 5, moi j'appelle ça le Big Five. Les 5 choses que l'Afrique doit investir dans ça, sinon on ne va pas vraiment avancer comme on doit. L'eau, l'électricité, l'énergie, l'infrastructure, l'éducation, la santé. Ça, ces 5 choses-là créent la condition où vraiment on peut devenir le peuple qu'on veut être. Tous nos rêves peuvent être réalisés quand toutes ces choses-là sont sur place et il y a des vrais investissements dans ça. La dernière chose que je veux dire, c'est que, et ça a été souligné avant, et je pense que c'est bien de répéter, c'est que c'est vrai qu'on doit créer des outils dans la technologie qui gèrent nos problèmes actuels en Afrique. C'est vrai qu'on utilise Zoom, on utilise des outils qui ont été créés à l'extérieur de l'Afrique. C'est bien, ce n'est pas une mauvaise chose, on profite, mais on doit aussi voir comment est-ce qu'on peut gérer nos problèmes en Afrique et créer les solutions de ces problèmes à partir de la technologie par des Africains pour les Africains. Merci pour cette belle clôture de votre part, Madame Amélie Kajunjou. Nafi, je me tourne vers vous pour vous poser la dernière question. Le télétravail est-il compatible avec le modèle des structures d'accompagnement comme Make Sense, concret, qui place la communauté au cœur de leur offre en direction des entrepreneurs?
Quelle est votre vision du modèle post-pandémique des structures d'appui? Vous en profiterez pour nous donner votre mot de la fin. Alors, en une ou 2 minutes. Je pense que je suis la sacrifiée parce que voilà, là, il faut vraiment que je sois très briève. Donc, tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, je pense que c'est une alternative dans la mesure où, comme je le disais au début, nous, c'est ce que nous avons fait. Ça fait presque 5 mois ou presque 8 mois d'ailleurs que nous n'avons pas rencontré un seul de nos entrepreneurs et pourtant, on a des programmes qui nous permettent de les accompagner à distance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces personnes ou entrepreneurs qui ont besoin d'être accompagnés ne sont pas forcément à Dakar. Il y en a qui sont à Matam, d'autres sont à Tamba, d'autres sont à Ziguinchor. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas agiles et que nous ne créons pas un cadre dans lequel on pourra continuer à travailler avec eux, en fait, on va juste perdre du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les structures d'accompagnement devraient penser à ce modèle-là de plateforme de suivi en ligne qui permettrait de mettre à disposition des ressources accessibles aux bénéficiaires des programmes, accessibles également à des coachs, mais également à des mentors pour que ce cadre-là soit créé. Et c'est valable également pour l'écosystème parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, il y a des acteurs de l'écosystème qui sont présents, mais il n'existe pas de cadre dans lequel ils pourraient échanger d'expérience, d'expertise, de compétences qui puissent être profitables à l'entrepreneur. Donc, ma vision, c'est que d'ici, à partir de maintenant, ils ont tous été forcés de faire les choses en ligne. Maintenant, ça ne doit pas être une question de force, mais une question plus d'anticipation, une question plus de développement, une question plus d'initiative pour mettre à disposition des outils en ligne qui permettraient en fait de continuer à faire ce que nous faisons, mais de manière... Et puis, ça permettrait de gagner du temps et des ressources pour des entrepreneurs parce que, par exemple, quelqu'un qui veut faire de l'entrepreneuriat, en général, s'il est employé, il n'avait pas le temps en fait de se consacrer à son projet. Aujourd'hui, avec le télétravail, on peut s'organiser de sorte d'avoir le temps de consacrer un peu de temps à son projet entrepreneurial et c'est valable pour les jeunes, ça peut leur permettre vraiment de pouvoir s'investir dans leur projet personnel et c'est une bonne chose, je pense. Donc, merci à tout le monde. Ça a été un honneur et un réel plaisir de partager ce panel avec vous. Amini, je vais demander à Taïb de me passer vos contacts parce qu'il serait intéressant de rester en contact. Et merci beaucoup à Baobab Consulting pour cet échange vraiment intéressant sur la question. Une belle façon de clôturer ce débat. Ce débat, nous ne pourrons pas l'épuiser. Nous avons déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Ça prouve que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet vraiment qui est super passionnant. Alors, je voudrais terminer en remerciant infiniment nos honorables panélistes. Je voudrais vous applaudir depuis là où je suis actuellement à Saint-Louis pour vraiment cette prestation. Vraiment, je vous applaudis chaleureusement et je vous félicite et j'imagine que l'audience qui est éparpillée aussi est en train de vous applaudir et de vous féliciter pour la qualité des interventions. Alors, des remerciements aussi à l'endroit de mon équipe Baobab Consulting. Il y a toute une équipe qui est derrière, qui m'a épaulé depuis 2 semaines, qui a préparé activement la rencontre. Je pense à Aïcha Kondé qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Je pense à Aboubakar, je pense à Lise, je pense à Lynn et toute l'équipe de Baobab Consulting. Alors, je voudrais aussi dire aussi que nous avons retransmis cette session live non seulement sur Zoom mais aussi sur Facebook et nous l'avons enregistrée sur YouTube. Ce sera disponible, nous la partagerons avec vous et nous en profitons pour remercier ceux qui nous suivront sur YouTube après la fin de cette session live. Voilà, Lise, la régie, je vous rends la parole. Je remercie tout le monde, en particulier nos panélistes. À très bientôt pour un autre panel, comme je l'avais précisé. C'est une série de panels que nous avons démarré pour un peu émuler l'UVS qu'il a fait si bien durant la pandémie. Nous allons organiser des panels mensuels et vous êtes la première porte de cette série-là. Encore une fois de plus, merci. Liz, back to you. Merci, à bientôt.